Bonjour, bonjour. Ça y est, on est revenu après plus d'une semaine en Bolivie où on a couvert les élections. On a beaucoup appris d'ailleurs sur ce pays. Une petite analyse donc de ce qui vient de se passer, du résultat des élections. Donc le gagnant, Rodrigo Paz, on va dire euh, un mélange de social-libéralisme avec une nette tendance à soutenir les revendications populaires, est arrivé en tête avec 32% des voix, le suit le candidat de l'extrême droite néolibérale et coloniale, Tuto Quiroga, avec 27% des voix. Ensuite, alors ça se joue d'ailleurs, le vote nul et blanc est soit un petit peu devant Tuto Quiroga, soit un petit peu après. Voilà. Alors une grande partie de ce vote nul est à attribuer à Monsieur Evo Morales, qui ne pouvait pas se présenter, qui a appelé à voter nul. Et puis ensuite, en troisième position, on a l'éternel candidat de droite libérale, Doria Medina, suivi par Andrónico Rodríguez, candidat issu, qui était le président du Sénat, élu sur les listes du mouvement du socialisme, donc qui proposait, on va dire, une liste avec une orientation de gauche progressiste, donc avec 8% des voix, etc., etc., a relevé le candidat du gouvernement de Luis Arce qui réalise 3% des voix, et donc le parti et finalement ses partisans devraient être appelés à disparaître dans les prochaines semaines. Voilà, ça c'est pour les chiffres bruts. Alors, comment en est-on arrivé là? Parce que c'est un séisme, puisque le mouvement vers le socialisme, si l'on accepte la parenthèse putschiste de 2019-2020, bah, le mouvement vers le socialisme a dirigé le pays et avait entrepris une entreprise de profonde transformation économique, politique, ethnique, culturelle et sociale du pays, un véritable bouleversement qui a mis fin aux années néolibérales qui avaient totalement ruiné le pays, et puis qui a mis fin à un apartheid ethnique de plusieurs siècles, qui excluait une énorme partie de la population, voilà, donc les populations indigènes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette révolution bolivienne n'a plus été suivie dans les urnes par ses partisans? On se rappelle que M. Luis Arce avait gagné avec plus de 55% des voix en 2020. Bon, pour ça, on l'a dit dans les vidéos précédentes, le pays connaissait une crise économique avec un processus d'inflation, une pénurie de devises et d'essence et de diesel. Alors l'essence c'est chiant parce que les gens sont obligés de faire la queue en permanence. Le diesel c'est encore pire parce que ça affecte directement l'agriculture et le transport des produits de première nécessité. Donc ça favorise aussi l'inflation, etc. La population était fatiguée de cette situation et elle l'attribuait en grande partie à l'inefficacité du gouvernement de Luis Arce, donc du MAS, pour y répondre. Et ça, c'est le premier truc sur lequel il faut s'arrêter. Quand on discutait un peu avec les gens, on a passé une semaine à faire ça dans plusieurs endroits différents, pas seulement des dirigeants, des militants politiques, des gens, des citoyens de la rue, dans différents quartiers, généralement plus dans des quartiers populaires. Et il y avait trois matrices qui ressortaient de leurs demandes. La première, c'était l'expérience. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que le gouvernement actuel était inefficace pour répondre à leurs problèmes, et donc ils voulaient quelqu'un d'expérience qui sache affronter les problèmes. Donc, on reviendra sur ces matrices qui revenaient à chaque fois. L'expérience. Le deuxième point, c'était le renouveau. Ils voulaient un renouveau dans la classe politique, c'est-à-dire des gens qui ne soient pas forcément du séral. Et puis le troisième point, c'était la lutte contre la corruption. Alors la lutte contre la corruption, c'est un peu transversal, c'est un problème général en Amérique latine, mais là, ça faisait partie des revendications de campagne, et c'est un peu normal. Quand les sous manquent dans la poche, qu'on n'arrive pas à boucler les fins de mois, voir l'argent dilapidé par l'inexpérience des dirigeants ou par des corrompus qui dévient l'argent devient
plus insupportable que si il y avait une abondance économique. Donc ces trois thèmes étaient en fait des thèmes centraux. Et donc c'est pour ça, entre autres, que des candidats comme Doria Medina, qui avait été ministre dans les années 90, ministre de la planification, et qui avait sous ses ordres son vice-ministre Tuto Quiroga, donc c'est-à-dire des gens qui sont dans la politique depuis 30 ans, y compris alors pour Monsieur Quiroga lui-même a été ministre de l'économie puis président par intérim, c'est un des architectes du néolibéralisme bolivien. Et ben leur discours pouvait apparaître comme un discours de changement, et il était apprécié parce que les gens jugeaient qu'ils avaient de l'expérience. Alors l'expérience, pourquoi? En réalité, pour faire ce qu'ils ont fait dans le passé. Mais ça jouait en leur faveur. Le renouveau générationnel, alors là, les deux dinosaures que je viens de citer, évidemment, ça les favorisait pas. Par contre, là, pour le coup, ça allait favoriser, et grandement, on y reviendra après, le candidat à la vice-présidence de Rodrigo Paz, qui était un capitaine de police, Edman Lara, et puis le thème sur la corruption aussi, puisque M. Edman Lara avait combattu la corruption. Je reviendrai sur ce thème-là un peu plus tard, juste pour dire que même des vieilles formules comme celle de Doria Medina ou Tuto Quiroga, pouvaient avoir un impact chez les jeunes, notamment ces jeunes qui, on en a interrogé, mais des dizaines, avaient entre 19 ans et 25 ans, ou 18 ans, 25 ans, et qui finalement n'avaient connu que le MAS, que les gouvernements du processus de transformation radicale de la Bolivie, et qui pour eux, comme ils n'avaient pas connu les années du néolibéralisme avant, Tuto Quiroga et Samuel Doria Medina représentaient un changement. Alors, ensuite, si on voit les camps, le camp de Monsieur Tuto Quiroga était un camp vraiment de la droite conservateur, néocoloniale, coloniale et néolibérale, avec la plupart des extrémistes de Santa Cruz réunis. C'était un camp bien défini. Monsieur Doria Medina était un tout petit peu plus modéré par rapport à ces gens-là. Mal lui en a pris, puisque finalement c'est Monsieur Tuto qui l'a emporté. Enfin, qui passe au deuxième tour. Alors, je m'arrête, avant de parler évidemment du grand vainqueur, Rodrigo Paz, et son candidat à la vice-présidence Edman Lara, je m'arrête sur ce qu'était le camp, je fais un peu ça parce que ça ne l'est plus, on verra aussi, le camp du Bloc populaire. Alors, le candidat déclaré, Andrónico Rodríguez, et puis Evo Morales. Alors, je ne mets pas dans le sac Monsieur Eduardo del Castillo, qui était le candidat officiel du MAS, qui était ministre de l'Intérieur du gouvernement de Luis Arce, parce que je pense qu'il ne résistera pas, alors ni le parti qui va perdre son inscription juridique, ni le mouvement politique, si on peut appeler ça un mouvement politique, initié par Monsieur Del Castillo, qui a mobilisé toutes les ressources de l'État pour faire campagne. Ça donne un très joli 3% à la fin. Et je pense que les personnes qui faisaient partie de cette campagne vont vite aller chercher de manière opportuniste ou se recaser. Je pense qu'il n'y aura pas de continuité à cette proposition politique. En revanche, arrêtons-nous un temps sur justement la dichotomie, le schisme, l'affrontement, l'opposition entre le candidat Andrónico Rodríguez, donc qui est ce jeune candidat qui vient des files du MAS et qui était président du Sénat, et puis Evo Morales qui semble avoir réussi son pari aussi. Alors, on entend évidemment quand de l'extérieur de la Bolivie que le responsable du maigre score d'Andrónico est Evo, qui a appelé à voter nul. On aime bien pleurnicher généralement à gauche quand on perd et chercher des responsables. Les responsables, ils sont pas à chercher dans le Chaparré. Le maigre score de Andrónico Rodríguez est dû au fait que le processus de changement radical il y a 20 ans, avait pour sujet transformateur le paysan issu du monde rural indien de Bolivie. Sauf que la Bolivie a changé en 20 ans.
d'une part, il y a eu une amélioration des conditions de vie, d'autre part, il y a eu la fin de l'apartheid, c'est-à-dire que certains, on va dire, personnes qui faisaient des business qui étaient aymara ou quechua, à être intégrés pleinement dans la société bolivienne, finalement sont devenus des petits bourgeois comme les autres, et donc leurs aspirations n'étaient plus en phase avec celles qu'ils avaient lorsqu'ils subissaient la ségrégation. De même pour certains jeunes qui ont bénéficié pendant 20 ans des mesures sociales redistributives du MAS, et donc qui n'ont plus forcément la même vision, en tout cas pour l'avenir, de ce que pouvaient avoir leurs grands frères, leurs parents, il y a 20 ans. Ça marche aussi pour une certaine bourgeoisie qui a été inclus dans l'économie formelle du pays et qui finalement, qui avant marginalisé avait sa conscience de classe vers le peuple et puis qui maintenant a d'autres aspirations. Le pays a changé et la vision de Monsieur Andrónico, donc un jeune président du Sénat, était de essayer de rénover finalement le sujet transformateur d'une société, de le mettre en adéquation avec les changements. Alors, en faisant ça, finalement, il a aussi politiquement déplacé le curseur des propositions politiques vers le centre-gauche, sans voir que lors d'une crise, il faut au contraire, en tout cas les gens attendent des mesures radicales, non, et que c'était pas en se recentrant que ça allait apporter des voix. Et puis, en se recentrant, il est tombé sur un terrain électoral qui était déjà occupé, on va dire, non seulement en partie par le candidat Doria Medina, et surtout par le candidat Rodrigo Paz, on y reviendra en dernier. Donc je pense que même si Evo Morales n'avait pas appelé à voter nul, si Evo Morales n'avait rien dit, je pense que les 20% de vote nul qui place Evo Morales on peut discuter en deuxième ou en troisième position, si on met les votes blancs dedans, si on voit la constance aussi, puisque le vote nul représente 1 400 000 voix. Or, la tendance du vote nul en Bolivie, c'était 300 000 voix, donc il y a vraiment plus d'1 million et quelques, plus d'1 million, 1 200 000 voix qui sont à attribuer à monsieur Evo Morales. Mais je pense que s'il n'avait même pas appelé à voter nul, eh bien les personnes qui ont choisi cette option ne seraient pas forcément retournées vers monsieur Andrónico Rodríguez qui proposait une option politique plus progressiste, moderne, un peu plus social-démocrate que les options radicales proposées par Evo. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est un des trucs importants. La défaite n'est jamais à mettre sur les épaules des autres, elle est toujours à regarder chez soi. Alors, par contre, Evo, lui, il gagne en grande partie son pari, non? Alors, l'objectif, c'était d'atteindre les 50% de vote blanc. Bon, c'était un objectif un peu irréaliste, de mon point de vue, parce que en plus, ils ont fait campagne à peine 2 semaines avant les élections. Néanmoins, il se situe, comme je vous dis, ce vote qui est en fait un vote du noyau dur de monsieur Morales, en deuxième ou troisième position du scrutin, ce qui n'est évidemment pas rien. Voilà. Alors, on va passer à la surprise. La surprise, Rodrigo Paz, ce candidat que les sondages mettaient en queue de peloton encore 2 mois avant l'élection. Alors surprise, oui, surprise pour qui? Surprise si on se regardait les sondages qui plaçaient monsieur Doria Medina en premier et monsieur Tuto Quiroga en deuxième. Mais en réalité, surprise, pas pour ceux qui voulaient voir d'un peu plus près. Et je peux vous assurer que nous sommes arrivés en Bolivie le mardi, le jeudi, on avait tout à fait compris que M. Rodrigo Paz serait au deuxième tour. Pourquoi? D'une part, par l'expérience que nous avions eue de l'élection présidentielle au Pérou, avec M. Pedro Castillo. Il y a des choses similaires. Tant M. Pedro Castillo en 2021 que M. Rodrigo Paz il y a quelques jours ont commencé
2 mois avant la campagne à 1 ou 2%, puis ensuite sont montés à 3, ensuite à 5, ensuite à 6, ensuite à 7, et ont terminé dans la dernière semaine de campagne à entre 8 et 9. Le même scénario. Alors évidemment, comme on connaissait l'issue au Pérou, eh ben, ça nous a mis la puce à l'oreille, parce que autant les deux autres candidats stagnaient, autant M. Rodrigo Paz était dans une tendance montante. Donc ça, à un moment donné, les sondages, ils doivent s'arrêter puisque on ne fait pas un sondage du jour au lendemain. Donc ça veut dire que ça continue à monter. Donc on avait déjà un indice que il pouvait être au second tour. Et puis quand on parle avec la population, on se rend compte que la personne va y être. En fait, elle est omniprésente dans les discussions. Et là où c'est intéressant, c'est que vous vous rappelez les trois matrices qui vraiment bougeaient l'électorat, ont fait bouger l'électorat bolivien, qui étaient l'expérience, le renouveau et la lutte contre la corruption. Et le duo Rodrigo Paz et Edman Lara l'incarnait à merveille. Je m'explique. L'expérience pour Monsieur Rodrigo Paz, qui est sénateur de la région de Tarija, et le fils de Jaime Paz, qui a été président dans les années 90. Le renouveau et la lutte contre la corruption étaient incarnés par son candidat à la vice-présidence, le charismatique Edman Lara, capitaine de police, évincé de l'institution pour avoir dénoncé des cas de corruption. Donc, un politicien qui n'est pas membre du sérail et qui a combattu la corruption à son corps défendant, il en a même été victime. Et donc, il y a un travail de terrain, qu'il était policier, il a un travail de terrain depuis 15 ou 17 ans. Et évidemment, les gens l'adoraient. Plusieurs fois, on nous a dit, moi, pour qui allez-vous voter? Je vais voter pour mon capitaine Lara. Et il y a même quelques fois où j'ai dû demander à la personne, mais est-ce que vous savez qui est le candidat au moins? Parce que le candidat, c'est pas Edman Lara, c'est Rodrigo Paz. Certains, ils savaient même pas. Donc, il y a un énorme impact. Et puis, une campagne absolument fantastique de Rodrigo Paz, puisque il est allé siphonner les électeurs de ce qui a été un jour le MAS, siphonner les électeurs du Bloc populaire. Alors, pour bien comprendre le phénomène, il faut savoir que M. Rodrigo Paz n'avait pas de parti politique pour se présenter. Il avait monté un mouvement, Primero la Gente, qui était un mouvement qui recueillait les doléances populaires, mais son mouvement n'était pas accrédité pour participer à ces élections. Et donc, il a cherché un parti qui pouvait lui faire une place pour pouvoir participer à la course à la présidentielle. Ce parti, ça allait être le Parti démocrate chrétien, qui est un parti plus à droite que ce que naît en réalité M. Rodrigo Paz et son colistier Edman Lara. Lorsqu'il y a eu cette alliance, lorsque le Parti démocrate chrétien a décidé que son candidat serait une personne qui n'est pas de son propre parti, mais un invité, ça a provoqué une scission au sein du Parti démocrate chrétien. Une partie des cadres sont partis rejoindre des options plus radicales, plus à droite. Et donc, on a là une cohabitation entre un mouvement populaire et des cadres du Parti démocrate chrétien. Alors, ça c'est très important parce que ça a infléchi le discours officiel du Parti démocrate chrétien pour aller sur un terrain plus de centre-gauche, plus social-libéral, y compris d'ailleurs sur certains points des revendications, quasiment, il y avait pas de grande différence avec ce que proposait Monsieur Andrónico Rodríguez, qui lui s'était recentré d'une position plus à gauche. Alors, évidemment, le charisme de Edman Lara, sa gouaille populaire dans les milieux les plus défavorisés ont joué, comme je vous l'ai dit, un rôle essentiel. Et en fait, on le voit dans les scores, c'est-à-dire ça s'est exprimé dans les scores, notamment de ce qui étaient les bastions du MAS il y a encore quelques années. Le candidat Rodrigo Paz fait un ravage. On peut voir là une petite carte, hein. Donc toutes les régions à l'ouest de la Bolivie, qui étaient des régions du MAS, tombent dans l'escarcelle de
du candidat Rodrigo Paz avec des scores réellement impressionnants, comme à Potosí où il va réaliser 45%, à Oruro il va réaliser 46%, dans la région de La Paz 47%, et dans la ville d'El Alto, cette ville combative, symbole des victoires du MAS, il réalise 53%. Donc en fait, et c'est là où c'est intéressant, c'est que euh, euh, le bloc populaire, non seulement s'est fragmenté entre des candidats, entre Andrónico et Evo Morales, mais il s'est surtout fragmenté en réalité en se déplaçant vers une autre option politique. Non, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que les classes populaires sont pas à gauche parce qu'elles sont populaires, elles peuvent adopter aussi d'autres choix politiques en raison de leurs espoirs, de leurs espérances, des discours adoptés. Et c'est ce qui s'est passé avec monsieur Rodrigo Paz et le capitaine Lara. Par exemple, ils ont fini leur meeting de campagne, notamment sur la chanson de Quilapayún, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Donc évidemment une esthétique empruntée à la gauche. Ils ont, par exemple, dans son dernier discours le soir des élections, monsieur Rodrigo Paz a fini son discours avec le Hasta la victoria siempre. Donc on voit qu'il y a, même s'il y a des propositions assez libérales en matière économique, il y a toute une esthétique et un discours qui est orienté vers les besoins et l'esthétique, finalement, les discours auxquels étaient habituées les classes populaires durant des années de masse, donc qu'elles ont soutenu. Et ça, c'est intéressant parce que, alors, lors de son discours, quand il a su les résultats sur l'avenue du Prado à La Paz, le candidat, toujours donc Rodrigo Paz, a dit plusieurs choses intéressantes. D'une part, avant son arrivée, donc il y avait des membres du Parti démocrate chrétien qui ont mis l'hymne du Parti démocrate chrétien, et ça a été tellement sifflé et hué par la population qui était là qu'ils ont dû l'arrêter. Non ? Donc la cohabitation entre les cadres politiques du Parti démocrate chrétien et puis cette masse populaire qui soutenait le capitaine Lara et Rodrigo Paz va pas être facile dans les prochaines années. De même, lorsque le candidat Rodrigo Paz est arrivé, alors je dis candidat parce que il y a un deuxième tour, est arrivé pour faire son discours, et plusieurs personnes avaient des discours très radicaux, des slogans très radicaux comme Evo en prison, plus jamais le MAS, etc. Et le candidat les a enjoints à l'union de la Bolivie, à une réconciliation nationale. Que son projet est un projet pour les grandes majorités. Donc, encore une fois, là, on voit que le mouvement qui l'a porté au pouvoir n'est pas homogène, et que il porte un discours qui n'est pas le discours de la radicalité de monsieur Tuto Quiroga, qui voudrait complètement revenir aux années 90 et au projet colonial et néolibéral. Lorsqu'on a demandé d'ailleurs à la jeune sénatrice indigène Ana Crispin, qui se trouvait dans la rue dans ce meeting, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec l'État plurinational, donc c'est-à-dire la grande conquête constitutionnelle qui a mis fin à l'apartheid qui régnait en Bolivie, elle a dit on n'y touchera pas. Donc là on a clairement un projet politique qui, bien qu'il emprunte et qu'il soit obligé d'emprunter, puisque le parti qui l'a porté au pouvoir est clairement de droite, donc bien qu'il emprunte à la droite et avec certaines propositions libérales, est aussi orienté vers la défense des intérêts des classes populaires. Et évidemment, est un discours en rupture avec celui de M. Tuto Quiroga, qui est celui des élites dominantes, comme je vous l'ai dit, même s'il a eu le soutien de beaucoup de jeunes parce qu'ils ne connaissaient que le MAS, il y a quand même, c'est pas les mêmes options politiques. Pourquoi se tient-il ce discours, monsieur Paz? Parce qu'il peut pas tirer un trait radical sur le passé, surtout en ayant siphonné toutes les personnes qui, il y a encore 5 ans, votaient pour le MAS. C'est-à-dire, on ne peut pas leur dire, vous êtes des imbéciles, vous avez fait n'importe quoi pendant 20 ans. Non, pas du tout, il y a un respect des classes populaires. Et y compris, en interrogeant des partisans de Evo Morales, j'ai eu la surprise d'écouter
que finalement, alors Rodrigo Paz, pas entièrement, mais en tout cas le capitaine Lara était considéré même par eux comme quelqu'un défendant les intérêts des classes populaires, et donc était un adversaire, mais finalement parti du même bloc populaire qu'eux-mêmes défendaient. Voilà. Donc, recomposition du bloc populaire dans les prochaines années, oui, certes, sous le leadership d'Evo, puisque c'est quand même celui qui réalise le meilleur score de la gauche, on va dire. Alors, pas sûr que les autres options acceptent ce leadership imposé par les urnes. Nous verrons. Et puis, le grand défi, c'est de voir où vont pencher, selon les politiques de Rodrigo Paz, où vont pencher cette grande partie du bloc populaire qui a décidé de soutenir une autre option que celle de la transformation radicale de la société. Lorsqu'on écoutait, on demandait aux partisans d'Andrónico, souvent on avait l'impression, il nous disait que Andrónico représentait le second étage d'un processus de transformation. Peut-être que ce processus de transformation, le second étage ne soit pas un étage ni radical, ni social-démocrate. Peut-être empruntera-t-il des chemins différents. Nous le verrons selon les positions de monsieur Rodrigo Paz dans les prochains mois. Et il n'aura pas la tâche facile. S'il gagne, alors il a un avantage sérieux puisque le candidat Doria Medina lui a appelé à voter pour lui. Donc avec Doria Medina a fait 20% des voix, mais il reste quand même une carte à jouer à monsieur Tuto Quiroga. La carte, c'est d'accuser précisément monsieur Rodrigo Paz d'être finalement une continuité en moins radicale du processus de transformation et d'essayer de le forcer à renier son électorat populaire. Là, s'il fait ça, évidemment, il perdra des voix de part et d'autre. Évidemment, s'il continue à appeler à l'union nationale et à la transformation du pays avec ces références populaires que lui apporte aussi son candidat à la vice-présidence, là, je pense qu'il devrait gagner puisque la société bolivienne ne veut pas forcément retourner à des années de combat et à des années de violence politique. Voilà, mais peut-être perdra-t-il aussi certains soutiens qui venaient du Parti démocrate chrétien et de la droite de son mouvement, en sachant aussi que les églises évangélistes ont soutenu ce candidat. Donc s'il est effectivement libéral sur certains aspects de l'économie, en tout cas pour ce qui est du niveau sociétal, il est assez conservateur, sinon les églises évangélistes évidemment n'auraient pas soutenu Rodrigo Paz. Voilà. Alors pourquoi je dis qu'il n'aura pas la tâche facile, monsieur Paz, si jamais il gagne le deuxième tour, il est bien parti pour, parce que déjà, si le Parti démocrate chrétien a accepté de l'inviter pour être leur représentant ou lui a prêté le parti, mais en tout cas le Parti démocrate chrétien, donc comme on l'a vu, qui est beaucoup plus à droite que les propositions populaires de Paz et Lara, évidemment a profité de l'aspiration provoquée pour faire élire des sénateurs et des députés. Non, alors je rappelle que la gauche met à peu près moins de 8% de députés et aucun sénateur. Donc, il y aura une grande fragmentation au niveau du pouvoir législatif. Il faudra faire des alliances, ça c'est sûr, il faudra faire des alliances pour que M. Paz puisse gouverner, et il n'aura pas la tâche facile, d'une part parce que plusieurs députés donc, du Parti démocrate chrétien qui portent une proposition plus libérale, plus à droite que lui, se sont fait élire sous son leadership. Et puis, il faudra composer aussi avec un vice-président qui est beaucoup plus populaire que lui. Il n'aura pas la tâche facile. Dans un cadre législatif, comme je le répète, il faudra faire des alliances. Non seulement il faudra essayer de maintenir son groupe parlementaire uni, c'est pas gagné, parce que les députés du Parti démocrate chrétien peuvent très bien aller voter avec une droite plus libérale. Ça risque, il pourrait y avoir, selon les politiques défendues, des situations de crispation politique. Voilà, en tout cas de crispation institutionnelle entre l'exécutif et le législatif. Et puis donc l'ombre du capitaine Lara, évidemment, moi, dans le meeting, donc lorsque le candidat avait eu le résultat, moi autour de moi j'entendais déjà des gens qui se demandaient si le capitaine n'allait pas être président en 2030. Voilà.
Et comme je l'ai dit, dans les classes populaires, le plus populaire, c'était le capitaine de police qui avait lutté contre la corruption plus que le fils de l'ancien président. Donc, il n'aura pas la tâche facile. J'espère vous avoir apporté quelques éléments de réponse et puis toutes vos questions évidemment dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo et puis si vous voulez, si tous nos reportages vous ont plu, plus encore certains qu'on publiera plus tard, n'hésitez pas surtout à nous soutenir.